Bienvenue au podcast Les DGT animé par Hugo Prince et Kevin Caboret. Fait que Kevin, c'est notre premier podcast de 2023 et aujourd'hui on va faire en fait un retour sur les actualités du mois de janvier et février. Oui, avec à peu près 7 actualités au menu. Quand même, on a beaucoup d'actualités pour ce début d'année 2023, fait qu'il ne manquez pas ça, on va parler de ça au podcast. Fait que Kevin, on a quand même une année 2023 remplie d'actualités en 2 mois. Ouais, et puis on peut commencer avec l'arrestation d'Andrew Tate. Ouais, fait qu'au podcast, je pense 19, on avait commencé à aborder Andrew Tate, le célèbre influenceur qui s'est fait reconnaître grâce à TikTok. Ouais. Genre, à part ses propos plus masculins, puis même des fois même des gens qui traitent des comment tu dis ça? Misogyne. Oui. Fait que, il s'est fait arrêter à la fin du mois de décembre. Ouais, avec au-delà de 5 personnes qui ont porté plainte contre lui. Ouais, exactement. Mais en fait, lui, il était en Roumanie. C'est là qu'il habite depuis longtemps, quand même. Puis, ce qui s'est passé, juste pour faire un résumé vraiment vite, il est allé sur Twitter, puis en fait, il a publié un Twitter pour troller Greta Thunberg, là, tu sais, Oui. la fille là, qui fait qui parle d'environnement. Oui. Fait que quand lui a fait cette tweet-là, elle a répondu, puis elle a fait genre une espèce de message. Parce que lui, il disait genre, j'ai plein d'autos, j'ai plein de... Ouais, c'était un truc du genre, j'ai une liste de voitures, et puis combien d'émissions de carbone ça produit. Genre, et puis elle a répondu avec, réponds-moi à Small Dick Energy. Ouais, c'est ça, elle avait répondu ça. Fait que lui, tu sais, ils sont parlé sur Twitter, chacun s'est trollé, chacun s'est répondu, genre. Puis lui, il a publié une vidéo où il répond à ces messages-là de Greta, puis là, il dit, mais là, dans la vidéo, il y avait une boîte de pizza, genre des pizzeries romaines, puis quelques jours, il se fait arrêter. Mais le truc, les gens pensaient que c'est à cause de la pizza, parce que là, les gens ils disaient, mais c'est comme ça que la police romaine, ils savaient qu'il était en Roumanie. Mais c'était pas ça, genre Ouais, ça c'était dans les premiers jours. Ouais. Vraiment que les gens se disaient, ok, est-ce qu'il y a un lien? Mais la police roumaine a répondu le lendemain ou 2 jours après pour expliquer que non, ça faisait longtemps qu'ils avaient des signes que Andrew Tate était dans le pays. Ouais, puis il avait déjà ouvert une enquête, puis il se préparait vraiment à l'arrêter, lui et son frère. Ouais. Fait qu'il a été arrêté pour proxénétisme, c'est-à-dire tout ce qui est prostitution. Fait que lui, aussi pour trafic d'êtres humains, viol et formation d'un groupe criminel. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Ouais. Il a été détenu pour 30 jours de la fin du mois de décembre jusqu'au mois de janvier. Mais en ce moment, alors qu'on se parle, il est encore en prison. Ils ont renouvelé ça. Jusqu'à la fin du mois de février. Ouais. Puis lui, en fait, il dit que le gouvernement roumain n'a aucune preuve contre lui, puis il n'a rien fait. Parce que là, ça fait genre au moins 2 mois qu'ils sont en train de préparer les preuves, mais là, ils n'ont rien. Ça, je sais même pas si c'est lui qui a dit ça, c'est plus ses fans qui disent ça. Mais lui, il a même dit, parce que tu sais, des fois, il l'amène à la cour, puis là, lui, il y a plein de... J'ai vu ça, il l'amène à la cour dans une auto de police. Ouais. Là, lui, il sort, puis là, il commence à crier, la Matrix m'a pris. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est des clips de 10 secondes. Là, Ouais, mais là, il a dit, je l'ai écouté, ils n'ont pas de preuves comme moi, fait que je vais te libérer, c'est ça qu'il dit. Of course. Fait que ça, c'est une histoire qui est en continu, fait que c'est depuis le mois de décembre. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un coup monté par les Américains pour qu'il arrête de passer ses messages sur les réseaux sociaux, pour qu'il arrête de parler de Matrix, puis mais si les gouvernements romains ont des preuves quand même solides, c'est certain qu'il va être genre mis en prison, j'imagine. En tout cas, il y aura un procès. Là. Moi, s'ils l'ont retenu jusqu'à présent, c'est plus parce qu'il a risque de s'enfuir. C'est quelqu'un qui a les moyens de partir du pays et qui a la réputation de voyager beaucoup. Ouais. Fait que ils ne vont pas le laisser juste se promener dans la rue. Oui, exactement. Mais tu sais, comme tu dis, il garde parce qu'il peut partir du pays. Fait que ça, c'est une chose. Mais juste pour conclure ce sujet-là, est-ce que tu penses que c'est un coup monté des Américains, genre, contre lui? Ou que c'est le Netflix? Il n'est pas assez important pour ça. Ok, on va finir avec ça.
Fait que ça, c'était à la fin du mois de décembre 2022, début janvier. Fait que, au mois de au début de janvier, il y a eu les sélections pour, au niveau pour désigner un candidat à la Chambre des représentants aux États-Unis. Parce que vous savez qu'il y a eu les sélections des mi-mandats, on en avait parlé dans un podcast l'année passée aux États-Unis. Puis, genre, les démocrates ont perdu la Chambre des représentants. Oui. Pour les républicains, puis en même temps, Nancy Pelosi elle a pris sa retraite. Fait que là, il faut que chaque parti doit élire son représentant à la Chambre des représentants. Fait que c'est Kevin McCarthy qui s'est annoncé pour être le nouveau speaker pour les républicains majoritaires. Ouais. Pour remplacer Nancy Pelosi, ok? Puis lui, en fait, Kevin McCarthy a des postes à responsabilité à la Chambre basse du Congrès depuis 2014. Il s'est siégé je pense en 2015, il avait siégé vraiment aussi, et il avait essayé vraiment de se représenter comme speaker, mais il avait échoué en 2015. Et là, c'est sa deuxième fois qu'il se propose. Ouais. Fait que le 3 janvier, fait que les 435 élus de la Chambre des représentants, les 435 doivent voter genre, pour le représentant. Fait que les démocrates ont fait ça quand même assez vite, ils ont élu les démocrates Hakeem Jeffrey de New York. Mais les républicains, il y a comme des chicanes entre eux. C'est beaucoup ceux qui supportent Trump qui disent que Kevin, c'est pas un bon choix, puis il n'est pas assez dur contre les démocrates. Il est trop modéré en fait. C'est ça il est trop modéré, puis il n'est pas assez dur contre tout ce qui est contre les démocrates. C'est ça qui le reproche beaucoup. Ouais, et puis ça arrive dans une période où les républicains ont déjà du mal parce qu'il y a eu toute l'histoire avec Santos, celui qui a inventé toute sa vie et tout pour être élu. Ah oui, j'ai entendu, mais j'ai pas beaucoup de. Oui, j'ai un représentant républicain qui est en train, genre, en pleine enquête parce qu'il a tout. Il a inventé toute sa vie. Oui, exactement. Mais tu sais que les présidents, en fait, les speakers de la Chambre des représentants est la troisième personne plus importante après le président et la vice-présidente. Oui, aux États-Unis. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'admettons, si le président et la vice-présidente ne sont pas là. Ouais, si Biden disparaît, Kamala Harris se fait relever par des aliens. Exactement, c'est Kevin qui devient genre président. Genre. Ouais. Exactement. Fait que c'est vraiment. Ils ont été incapables de lire en élu. Puis la dernière fois que ça arrivait, c'était il y a plus de 100 ans. La dernière fois que ça arrivait, c'est en 1856. Puis ça l'a pris 2 mois et 135 tours pour choisir un speaker. Okay? Puis depuis 100 ans, c'est pas arrivé. Mais pour Kevin, ça l'a pris 14 votes pour qu'il soit élu. 14, genre. Parce qu'à chaque fois, il y a tout le temps des gens qui sont pro-Trump qui s'opposaient à qu'il devienne speaker de la Chambre des représentants. Parce que ça nécessite en fait 218 votes pour qu'il soit élu. Puis à chaque fois, les 14 votes au début, ça passait pas, il a essayé. Puis s'il n'y a pas de speaker, tu peux pas, genre, les représentants ne peuvent pas être officiellement élus, genre. Okay. En fait, parce qu'il faut qu'il y ait un président qu'il y ait un speaker pour qu'il soit élu, genre. Ok. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'était une nouvelle qui s'est passée au début du mois de janvier, mais finalement, il a été élu. Puis, mais c'est que genre, ceux qui étaient contre, ils voulaient, genre, des choses comme, ils veulent plus d'enquêtes sur Joe Biden, tout ce qui est Afghanistan, COVID. Fait que c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé. On va aller au Mexique, en fait. Ouais, avec l'arrestation du fils de El Chapo. Ouais. Fait que c'est pas la première fois qu'il arrête. Genre. En 2019, il a été arrêté, mais il a été libéré parce que les gouvernements avaient peur des événements violents qui allaient survenir dans la région. Fait qu'ils l'ont laissé partir. Mais cette fois-ci, ils sont vraiment allés fort parce qu'il n'était pas vraiment au centre de la ville, il était un peu plus loin. Ouais. Et ils se sont dit que c'est le meilleur moment pour l'arrêter parce que les États-Unis ont mis 5 millions de dollars sur sa tête. Genre. En fait, ils sont 3 frères, je pense. Ils sont 3 frères, puis ils sont surnommés Los Chapitos. Puis chaque frère a 5 millions sur leur tête. Fait lui, celui qu'on a arrêté, c'est le fils aîné de Chapo Guzman. C'est le narcotrafiquant qui s'appelle Ovidio Guzman, 32 ans. Il a 32 ans. Fait
Dans l'arrestation, il y a eu comme au moins 9 morts, Yeah. 10 militaires, puis les restes c'était plus les gens du cartel. Mhm. Puis il y a eu comme 4500 soldats qui ont été déployés dans la région parce que le cartel a lancé une offensive pour récupérer Ovidio Guzman. Ouais, c'est le truc où ils tiraient sur Ouais. l'avion. Ouais, Fait qu'ils ils se sont même rendus jusqu'à l'aéroport pour tirer sur des avions parce qu'ils ne voulaient pas que Ovidio soit transféré genre à Mexico City parce que de là, il allait être emprisonné dans la prison où son père était emprisonné en 2015. Puis son père il s'est échappé de cette prison-là dans un tunnel avec une moto, genre. Fait qu'ils l'ont emprisonné là. Mais le cartel ne voulait pas qu'il soit amené là-bas parce que c'est plus difficile de le faire sortir de là. Évidemment, c'est une prison, genre. Yep. Fait, mais en fait, pourquoi est-ce que. Tu sais, lui, il est vraiment important dans l'organisation parce que c'est lui qui s'occupe plus de tout ce qui est trafic de fentanyl. Fait que pour ceux qui savent pas, le fentanyl, c'est genre vraiment la drogue aux États-Unis en ce moment où ce qui est le plus utilisé puis où ce que les gens meurent le plus. Mhm. C'est 5 fois plus puissant que l'héroïne. Il y a vraiment un problème, c'est pas ça. Ouais, ben, j'ai vu que c'est. En fait, déjà depuis une vingtaine d'années, il y a une crise des opioïdes, là, des médicaments qui sont addictifs. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes qui n'arrivent plus à se procurer ces médicaments sur ordonnance, ben, ils vont commencer à consommer de la drogue dans la rue qui va se retrouver mélangée au fentanyl. Mais fentanyl, c'est comme un médicament, non? Pas vraiment. C'est un composé chimique, là, mais les gens utilisent ça pour couper de la drogue. Ils vont mélanger ça avec de l'héroïne, Okay. avec autre chose. Et c'est, comment on dit, c'est plus toxique à plus faible dose, mettons. Tu vas avoir une overdose plus rapidement en consommant du fentanyl qu'en consommant une même quantité d'héroïne. Okay. Mais le fentanyl, ça peut être aussi utilisé comme médicament, c'est vraiment une drogue forte. Je suis sûr qu'il y a des applications médicales, mais je ne pense pas qu'ils soient utilisés comme médicaments, là. Okay. Pas que je sache. Okay. Mais c'est vraiment un gros problème, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup, comme tu dis, beaucoup d'overdoses des gens aux États-Unis. Puis lui, Ovidio Guzman, c'est lui qui contrôlait plus le secteur du narcotrafiquant. C'était plus lui qui s'occupait du secteur là, de tout ce qui est fentanyl. Fait que c'est vraiment un gros coup pour les Américains, les Mexicains de l'avoir arrêté. Genre. Okay. De ce que je vois, ça a été utilisé à un moment comme analgésique, comme un peu comme la morphine, là, pour que tu ne sentes pas la douleur. Exactement, c'est ça. Ouais, mais c'est beaucoup plus concentré, disons, comme matière. OK. Mais en même temps, l'arrestation a été faite 3 jours avant l'arrivée de Joe Biden au Mexique. Fait que juste après, Joe Biden est arrivé pour aller voir le président mexicain. Fait que pour le président, c'est quand même une sorte de victoire, genre de vraiment arrêter ces narcotrafiquants. Ouais. Exactement. Fait que là, on va se déplacer, on va rester. Après, qu'est-ce qu'on a après? Les chars d'assaut qui ont été envoyés en Ukraine. Fait qu'on va aller en Ukraine, OK? Là, bientôt, ça va faire 1 année officiellement. Dans le 4 février que la guerre a commencé. Tu dis ça? Opération militaire. L'opération militaire commence. Mais c'est-tu le 24 février que ça a été lancé? Il me semble que oui. C'est dans cette période. Et ça va faire 1 année bientôt. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Les Ukrainiens, en fait, les présidents de l'Ukraine demandent aux pays occidentaux d'envoyer des chars d'assaut militaires. Pourquoi? Parce que à ce qui paraît, le 24 février, il va y avoir vraiment une grosse poussée genre des Russes. Ouais. Il y a 150 000 soldats qui ont été entraînés, qui vont être prêts pour être envoyés au front. Ok. Oui, j'ai vu qu'ils faisaient comme comment dire, une deuxième tournée de recrutement en Russie. La discussion qu'il y a eu beaucoup aux États-Unis, c'était plus au début du conflit, les États-Unis s'étaient engagés à fournir du matériel de défense pour les Ukrainiens. Et il y a certaines personnes qui disent que les chars d'assaut, c'est pas du matériel de défense. Exactement. Fait que c'est ça, au début du conflit, beaucoup des pays occidentaux, comme les États-Unis, les Allemands,
Pour eux, c'était comme une ligne rouge Ouais. d'envoyer genre des armes, surtout d'attaque. Mais maintenant, ils prennent confiance dans leur capacité à fournir des armements à l'Ukraine. Fait que là, ils sont plus confiants à pouvoir leur offrir. Parce que, en fait, c'est que beaucoup pensent, c'est que grâce à ces tanks, à ces chars d'assaut, ça pourrait même être une stratégie plus offensive pour l'Ukraine, puis une stratégie même gagnante. C'est ça à ce qui paraît. Ben, gagnante, ça veut dire quoi? Parce que si c'est retrouver les territoires qui ont été où la Russie a pris le contrôle cette année, l'Ukraine reviendra à son statut de l'année passée. Mais si l'Ukraine veut reprendre par exemple la Crimée, c'est autre chose. Je sais pas, la victoire, ça pourrait dire quoi dans ce contexte? Mais c'est ça, mais en fait, c'est plus parce que là, l'Ukraine doit remplacer ses vieux chars d'assaut. C'est des chars d'assaut de l'époque soviétique. Puis les Russes ont déjà, comme je te dis, 150 000 nouveaux soldats qui s'en viennent au front. Ouais. Puis ils sont équipés des derniers tanks, des derniers chars d'assaut russes, les derniers cris. Fait que, tu sais, les Occidentaux, ceux qui parlent de ça, ils voient ça plus comme un symbole de soutien des pays occidentaux envers l'Ukraine. Oui, aussi, genre... Au niveau du soutien, je comprends tout à fait l'idée. La question pour moi, c'est ce conflit-là, est-ce qu'il y a une fin en termes de soutien? Est-ce qu'on va fournir des armes jusqu'à ce que l'Ukraine retrouve son état de l'année passée, ou est-ce qu'on va soutenir l'Ukraine toute la durée du conflit? Parce que si on parle de la Crimée, par exemple, la Russie considère la Crimée comme une partie de la Russie. Là. Mais là, je pense pas qu'ils vont aller pour reprendre la Crimée, fait que ça va être plus genre pour au moins reprendre certains territoires qui ont été pris par des Russes récemment. Parce qu'à ce qui paraît, beaucoup d'analystes pensent que l'année 2023 est quand même décisive pour l'Ukraine. Genre, ça va faire une année, est-ce que ça va encore durer une autre année de plus? Puis est-ce que les Russes vont finalement genre dire ok on y va? Parce que là le printemps s'en vient, fait que c'est certain qu'ils vont lancer une offensive. Là. C'est certain, là. Le printemps s'en vient, leurs soldats sont formés, qui ont des derniers chars d'assaut militaires qui sont prêts à des derniers cris, les Russes. Fait que tu sais, les Ukrainiens ils demandent tout ce qui est des chars d'assaut, mais genre des modèles Léopard, l'éclair, tu sais, les Challenger britanniques, les Léopard, les modèles des chars d'assaut Léopard 2 allemands, c'est genre les meilleurs au monde. Mais la Pologne voulait envoyer des chars d'assaut Léopard 2, mais c'est les Allemands qui doivent accepter parce que c'est des chars d'assaut allemands. Fait qu'avant d'accepter, c'était au début, les Polonais voulaient, mais là, ils s'attendaient que Berlin donne l'accord. Finalement, genre, l'Allemagne a dit oui si les Américains aussi donnent des chars d'assaut. Fait que les Américains, ils vont donner des chars d'assaut à Abraham. Genre, puis ça prend au moins une formation de 4 à 6 mois pour le personnel. Chaque char d'assaut, genre, tout ce qui c'est ça, l'éclair c'est français, Challenger c'est britannique, Léopard c'est allemand ou Abraham. Chaque char d'assaut a une formation différente. Donc ça prend beaucoup de temps avant de les former. Mais ceci, au niveau de l'entretien de ces chars d'assaut, est-ce qu'ils vont être capables, les Ukrainiens, les soldats, d'entretenir ça, c'est une question. Mais en plus de ça, les gouvernements genre des différents pays, ils disent tous que les chars d'assaut ne vont pas arriver d'ici la fin du mois de février. Beaucoup ils disent que ça va arriver au mois de mai, genre début mai, fin avril, mars. Mais genre les Russes vont déjà être en pleine offensive. Est-ce que, tu sais, ils demandent des chars d'assaut, mais les chars d'assaut ne vont pas être prêts genre live. Ouais, et là ça nous prendrait un expert militaire. I don't know, je sais pas. Mais c'est ça que j'ai lu. Et je trouve vraiment, genre, parce que les Allemands ont accepté d'envoyer ça le 25 janvier, les Américains ont suivi, puis genre, évidemment, les restes des autres pays ont aussi envoyé des chars, fait que, on va falloir, mais en plus de ça aussi, les Ukrainiens aussi veulent des avions, des avions militaires, ça c'est une autre histoire, genre. Ouais. Je comprends la position de l'Ukraine, bien sûr, ils vont demander le plus de matériel possible, mais en même temps, c'est comme... Ils ont la sympathie du public depuis 1 an. Ouais, mais c'est ça. Ça commence à s'effriter dans le sens que, en tout cas, il y a quelques représentants qui commencent à poser des questions au niveau de, ok, jusqu'où on va soutenir l'Ukraine, aux États-Unis en tout cas. Exactement. Puis c'est ça aussi qui regarde parce que là, comme je te dis, quand on parle d'une année décisive, c'est aussi genre
jusqu'à quel point les gens vont soutenir l'Ukraine. On dirait que cette année, ça joue, ça casse pour l'Ukraine parce que plus ça avance, plus il y a des questions, plus genre, les Américains qui commencent genre, à se dissocier de ça. Maintenant que la Chambre des représentants est républicaine, là, c'est vraiment difficile que Joe Biden passe des motions et tout, même pour l'Ukraine, parce que les républicains vont quand même pas accepter ça. Fait que, ça va être plus difficile pour l'aide en Ukraine du côté des Américains. Puis si les Américains sont plus capables de passer de l'aide, le reste des autres pays vont dire, mais si les Américains ils peuvent pas, nous aussi on va genre comme, non, nous aussi on va, les Canadiens vont suivre, ils vont dire, mais non, on n'est pas, si les Américains ils sont pas capables, nous aussi on va pas être capables. Puis la population commence à stagner genre l'Ukraine parce qu'il y a beaucoup de, il y avait aussi une histoire. Mais juste pour dire qu'il stagne, c'est-à-dire quand je dis stagner, c'est parce qu'il y a une histoire genre des hauts cadres du gouvernement ukrainien qui ont été arrêtés pour corruption. Oui. Ça, je ne connais pas les détails, fait qu'il y a des gens qui commencent à entendre cette histoire-là. Ouais, mais cette histoire. Mais il y a beaucoup de gens qui continuent à appuyer l'Ukraine. Ouais, non. L'histoire de corruption, c'est un plus pour l'Ukraine, en tout cas de la façon dont ça a été rédigé par ce que j'avais lu, c'était le New York Times, me semble. Ben, ça disait que Zelensky est en train de faire le ménage et tout. Ça montre, ça a été tourné de façon à ce que le public garde un soutien pour l'Ukraine. Okay. C'est pas dans le sens que l'argent qu'on envoie en Ukraine, c'est perdu. C'est justement de dire, ok, l'argent qui est envoyé en Ukraine, ben, on essaie de faire en sorte que ce soit bien traité. Non? Exactement. Mais il y en a qui ont tourné ça de l'autre côté aussi. Of course. Yeah. Fait que c'est comme tu dis, les partis républicains qui posent de plus en plus de questions, puis ils se demandent pourquoi est-ce qu'on continue à aider l'Ukraine. Ça, c'est du côté des Américains, puis il y a aussi de résistance dans beaucoup de pays. Je ne sais même pas si c'est le parti républicain, c'est quelques représentants. Ouais. C'est parce que en termes de justification pour acquérir plus de matériel militaire, avoir un plus gros budget militaire et tout, républicains ou démocrates, en général, ils s'entendent là-dessus. S'il y a un justificatif. La question, c'est plus les quelques personnes qui se disent, ok, oui, on peut faire les dépenses et tout, mais on ne veut pas rentrer en guerre contre la Russie. Genre, et c'est une question qui se pose parce que jusqu'à présent, c'est une opération militaire, le truc. Si ça devient une guerre, c'est autre chose. Exactement. Mais ça, c'est aussi une nouvelle qui est en continu. Puis, comme il y a une date précise, le jour du premier anniversaire de la guerre au 24 février, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle offensive des Russes? Certainement. Puis, on sait tous que les chars d'assaut ne vont pas arriver à temps pour ça. Fait qu'on va continuer à regarder ça aussi. Ouais. L'autre truc qui est dans ce même sujet, ce serait de voir que maintenant la Russie, comment on dit, elle répertorie les youtubeurs russes. Avant, si tu étais russe et que tu faisais du contenu depuis un autre pays ou que tu reçois de l'argent d'un autre pays, admettons tu es un youtubeur et puis tu vends des t-shirts et ton argent vient des États-Unis, quelque chose du genre. Ouais. Tu devais afficher un message comme quoi nous sommes influencés par des politiques étrangères, nanana. Au début de chaque tweet russe, tu vas voir ça. En général, même c'est le premier tweet. Au début de chaque vidéo YouTube russe, tu vas voir ça. Mais dans les derniers mois, maintenant, il y a un registre de toutes ces personnes-là qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas travailler avec ces gens. C'est comme si on les mettait comme une liste d'ennemis du peuple en Russie. Là. Il y a vraiment une liste de, ok, voici les créateurs de contenu qui sont financés par d'autres États. Oui, mais ça, c'est pas leur faute. YouTube, c'est une plateforme quand même internationale. Fait que là, ils font du contenu, puis les gens ailleurs aiment le contenu. Si ça tombe, c'est des Américains. C'est certain que peut-être les gens vont acheter leurs produits ou de quoi, mais c'est des influenceurs là, qui opèrent au niveau mondial. Fait que là... Oui, c'est utilisé plus comme une menace parce que la loi sur le contenu étranger,
je ne sais pas si c'est la bonne traduction pour le terme, ça permet à la Russie de donner des amendes à ses créateurs de contenu s'ils ne respectent pas certaines règles. Ouais. C'est plus ça. OK, good. Mais comme je te dis, ça c'est aussi une nouvelle qui est en continu. Donc on va en parler lors de nos prochains podcasts. La guerre en Ukraine, c'est tout le temps d'actualité. Qu'est-ce qu'on a appris? Après ça, on peut parler des ballons en Chine. Ou... Ouais. Ah, ouais. Commençons par les ballons. Les ballons en Chine? Ouais. OK. Fait que là, on va revenir aux États-Unis par rapport aux ballons chinois. Ouais. Ballons d'espionnage, en fait. Déjà, 3 ballons qui se sont fait abattre. Bah, mais on va parler plus de ces... Parce qu'il y avait d'autres actualités par rapport aux ballons et tout ça, mais il y en avait juste un qui a vraiment fait une grosse polémique, genre aux États-Unis récemment, au mois de février, là. En fait, il y a un ballon d'espionnage chinois qui a survolé vraiment l'espace américain et dans l'Alaska jusqu'à la Caroline du Sud, genre vraiment. Ouais, ça c'était le premier. C'était lui qu'on va premier en parler. Il est même passé par le Canada, en fait, là. C'est parce qu'il passe par là. Il est passé de l'Alaska. Il a vraiment fait toute la côte ouest, puis s'est rendu jusqu'à l'est, OK? Ouais. Il a été repéré pour la première fois, il est comme rentré en Alaska le 28 janvier. Mais c'est quand les ballons étaient rendus au Montana que ça a été vraiment annoncé au public. Fait que le temps qu'ils se rendent au Montana, les gens ne savaient pas. Là. C'est quand même vraiment de l'Alaska jusqu'au Montana, c'est quand même un gros trajet. Ouais. Fait que les seuls qui le savaient, c'était genre les officiers américains. Fait que c'est aussi parce que juste avant ça, il y avait la visite du secrétaire d'État américain qui s'en allait en Chine. Genre juste quelques jours, là, mais en même temps. Là. Ah. Fait que les secrétaires d'État s'en allaient en Chine pour aller rencontrer les hauts cadres du gouvernement chinois, comme habituellement, pour voir les relations entre les deux pays. Fait que les ballons chinois est comme appelé dans les nouvelles. Fait que lui, les secrétaires d'État ont vraiment décidé de ne pas aller en Chine. Puis carrément, c'est comme une affaire de genre parce que il y a eu cet incident-là. Fait que lui, il a dit non, moi je vais pas aller en Chine, c'est comme. OK. Ouais. Fait que les Chinois prétendent que c'est juste un ballon les ballons a dévié de sa trajectoire à cause du ballon, genre. Puis c'est juste pour des données scientifiques. Ouais, ben ça c'était justement le premier ballon, ça a fait ça. Et quand il est. Après les premières communications, on a décidé d'abattre le premier ballon. Il y en a eu un deuxième et il y en a eu un troisième au-dessus du Canada. Oui, exactement. Mais comme le premier, l'affaire, c'est que quand le premier est sorti, c'est que Joe Biden avait dit aux gens de l'armée de l'abattre tout de suite le ballon. Puis, mais les gens de l'armée ils ont considéré que c'était pas. Ils ont considéré que ce serait mieux qu'il soit abattu genre, dans l'océan Atlantique. Parce qu'ils avaient peur qu'il y a des risques de débris qui tombent sur les gens. Oui. Et puis, en même temps, c'est parce qu'aussi, à ce qui paraît, ils avaient peur qu'ils s'entraînent en conflit avec la Chine. Fait qu'ils ont attendu vraiment qu'ils se rendent jusqu'à l'océan pour qu'ils puissent l'abattre. Finalement, ils l'ont fait. Le premier ballon, ils l'ont fait. Puis, mais en fait, quand il a survolé le Montana, parce que dans le Montana, il y a beaucoup de missiles nucléaires. Fait qu'est-ce que les gens reprochaient beaucoup, surtout du côté républicain, c'est le fait que Joe Biden n'a pas répondu assez rapidement. Puis ils disent, mais là, vous voyez, qu'est-ce que les Chinois font? Nous, ils sont en train de de passer sur notre espace aérien, puis on fait rien, puis on laisse ça, genre, c'est un ballon qui prend des données, en fait, à ce qui paraît, le ballon est capable genre, de détecter des choses au sol, puis en même temps de détecter des signaux satelitales. Fait que c'est un ballon qui est quand même assez technologique, c'est ça que j'ai lu dans les articles. Ça, j'ai pas vu, là, je ne m'y connais pas vraiment. Tout ce que j'ai vu, c'est que de ce qu'il y a eu comme comparaison avec d'autres ballons météorologiques, c'est que c'est pas seulement un ballon météorologique, il y a d'autres matériaux qui sont sur le ballon qui pourraient servir à capter d'autres signaux. Oui, exactement. Mais les ballons étaient genre au moins 60 mètres, ils portaient genre une nacelle pesant plus d'une tonne. Fait qu'imagine si là-bas dans une ville, cette affaire-là tombe, ça peut faire des blessés et puis détruire beaucoup de choses. Fait qu'il est quand même attendu qu'il soit rendu
dans l'océan, genre en haut de l'océan. Puis ils ont aussi, ils sont aussi dit que pendant la présidence de Donald Trump, il y a des ballons chinois qui ont survolé les territoires américains. Mais ce qui paraît, les gens de l'armée n'ont pas dit à Donald Trump parce qu'ils savaient pas qu'il fasse quelque chose de brusque. Ça, j'ai pas vu. Ouais. Fait que c'est vraiment. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est genre une faiblesse des Américains de ne pas avoir abattu le ballon le plus tôt possible? Faiblesse, je sais pas. Là, c'est pas comme. Ok, quand on rentre dans les territoires militaires, c'est plus une question de. Comment dire? Est-ce que les technologies qui ont été utilisées, ça dépasse les capacités américaines? Dans ce cas-là, je ne pense pas. Le fait que les ballons étaient visibles par des Américains, ça envoie juste le message que la Chine n'a pas vraiment peur. Oui, exactement. Mais c'est... Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? En même temps, ils n'ont pas avoué que c'est un ballon d'espionnage, mais en même temps, ils ont impliqué qu'il y a aussi il y a des ballons américains qui sont survolés sur leur territoire. Fait que là, ils ont fait la même chose. Le gouvernement de Joe Biden veut encore garder des bonnes relations avec la Chine. Ils ne veulent pas de guerre froide. C'est pas ça le but. Mais si les Chinois font ce genre de trucs, c'est qu'ils ont plus peur vraiment genre des Américains en quelque sorte. Là, ils vont même dire aux propres citoyens, aux propres Américains, genre de regarder, votre gouvernement fait rien. Tout ce que ça me rappelle, c'est quand il y avait des avions qui faisaient des vols au-dessus de Taïwan. Des Américains? Non, des avions chinois. Là. Ouais. Ils passaient dessus juste pour dire oh, fuck off, on est là. Ouais. Mais c'est pas quelque chose d'inhabituel, mettons. Ok. Ouais, non, c'est ça. Mais au moins, ça a été une grosse affaire, là. Ça a été, genre, parlé pendant, genre, des jours, là. C'est États-Unis surtout. Maintenant, c'est quoi notre prochain sujet? On peut continuer à l'international ou parler de l'affaire Amira El Karouabi. On peut parler de ça. Oui. Ok, mais là, on va revenir au Québec, ici au Canada. En fait, qui est Amira El Karouabi? Je ne connais pas son nom. J'ai pas entendu son nom prononcé, fait que... Mais en fait, my bad aussi, là. En fait, Ottawa l'a nommée comme représentante spéciale pour lutter contre l'islamophobie. OK? Puis elle était ancienne journaliste et militante des droits de la personne. Elle dirigeait les communications et les campagnes de la Fondation canadienne des relations raciales. Puis, en tant qu'ancienne journaliste, elle a quand même publié des articles. Puis l'affaire, c'est que elle a dit des choses contre le Québec. Elle a dit elle affirme que les Québécois s'étaient animés par un sentiment anti-musulman. Surtout à cause de leur appui à la loi sur la laïcité de l'État. Ça, c'était dans le sondage il y a... Ouais. Elle s'est basée sur un sondage, mais elle a quand même dit ce genre de mots. Ouais, mais tu te souviens-tu, c'était en quelle année, ça? Parce que c'est pas cette année, ça. Non, ça, c'est par rapport à la loi 21 sur la laïcité de l'État du Québec. Ça quand même, genre, ça fait quand même un bout. Ouais. Mais elle a aussi fait parce qu'il y a un assassinat de 4 membres de la communauté du Pakistan musulmane, genre, en Ontario. Puis en Ontario, elle a affirmé que l'horrible théorie de London en Ontario incite les Canadiens à examiner de plus près la discrimination au sein de leur propre communauté, y compris l'impact de la loi 21. En fait, elle a comme... C'est assassinat des 4 gens, elle a comme relié ça à la loi 21. Fait que c'est à cause des lois comme ça que ce type d'événement arrive. C'est ça à peu près qu'est-ce qu'elle a dit, genre. Il faudrait que je lise ce qu'elle a dit. Ouais. Puis elle a dit, tiens, la majorité des Québécois semblent influencés par un sentiment anti-musulman. Fait que le gouvernement du Québec, quand il a vu ça, puis il a vu la nomination de Mme Amira, mais le gouvernement du Québec a dit qu'il fallait qu'elle s'excuse, puis elle a même demandé, genre, sa démission. Ça, sais-tu c'est qui avait fait la demande? C'est le gouvernement Legault. Ok. Fait tu sais,
elle est revenue sur ses propos. Elle a dit qu'elle ne croit pas que les Québécois sont islamophobes, ne sont pas racistes. Puis, mais Trudeau, parce que c'est Justin Trudeau qui l'a nominé à ces postes-là, fait qu'il a dit qu'il était satisfait de sa mise en point, fait que Justin Trudeau le supporte quand même. Mais il y a quand même le chef du Bloc québécois, François Blanchette, qui accuse Justin Trudeau de donner une mauvaise image au Québec, en l'associant au racisme et à l'islamophobie, pour des gains politiques dans le reste du Canada. C'est ça que M. Yves-François Blanchette dit. Il accuse Justin Trudeau de vraiment genre de donner une mauvaise image au Québec par rapport à l'appui qu'il fait à Mme Amira. Ouais. Fait François Legault, les chefs du Parti conservateur du Canada, ils ont demandé le départ immédiat d'elle. Mais le seul qui s'est porté à l'appui de Mme Amira, c'était le chef du NPD. Okay. Fait qu'elle a présenté ses excuses en français et elle a dit qu'elle veut comprendre l'histoire québécoise parce qu'elle a rencontré quand même Yves-François Blanchette. Fait que ils ont pris sa rencontre et s'est quand même excusé. Mais ça a été quand même une grosse affaire au Québec. J'ai vu qu'ils parlaient en tous les jours. J'ai pas la télé, mais c'est ça que ça parlait. Puis, bien évidemment, que ces propos sont pas bons, tu sais, vraiment mettre tout le monde dans le même bateau, puis que dire que les Québécois sont genre les plus racistes au Canada, c'est quelque chose de quand même grave. Mais en même temps, pour son poste, elle a lutté contre des préjugés, elle a lutté contre tout ce qui est islamophobie. Fait que quelqu'un qui va lutter contre ça, dit des choses quand même, genre, un peu, on va dire, des propos quand même assez graves, là, puis quelqu'un qui va prendre ces postes-là. Je sais pas, en tout cas, à notre époque, à moins que la personne l'ait dit genre 2 mois avant de se faire nominer, ça ne change pas grand-chose. Ça date de quoi? 2019, me semble. Si. Ouais. Et à partir du moment où la personne s'excuse et tout, la question c'est plus quel genre de politique elle a pris dans cette période de temps. Et ben, son travail c'était de la communication, me semble. Oui, son travail, il était communication, campagne de la Fondation canadienne de relations raciales, journaliste, militant des droits de la personne. C'est ça. Mais en même temps, est-ce que c'est la bonne personne pour prendre ces postes-là? Ben, il y avait qui d'autre? C'est ça, je sais pas qu'il y avait qui d'autre. C'est juste ça. Fait que, il y a quand même des gens qui sont sortis pour l'appuyer, il y a quand même différentes personnalités politiques qui sont sorties pour l'appuyer. Mais elle va finalement, elle va prendre le poste bientôt, j'imagine, parce qu'elle comme si elle avait été nominée pour lutter contre l'islamophobie. Puis c'est pas juste au Québec qui se passe, c'est partout au Canada et partout dans le monde qu'il y a des islamophobie. Fait que, est-ce que c'est la bonne personne? Je suis pas très. Ses propos ont quand même été assez blessants pour beaucoup de Québécois, mais elle a fini par s'excuser. Elle a quand même l'appui du gouvernement canadien. Elle va sûrement rentrer en poste. Ouais. Fait que là, on va passer au prochain sujet. Le tremblement de terre en Turquie. Ouais. Fait qu'il y a eu un tremblement de terre en Turquie, en Syrie, ça fait déjà une semaine. Ouais. Et puis, séisme de 7.8. Genre vraiment c'est de 7.8. Puis ça s'est passé en pleine nuit en fait. Ouais, ça a causé pas loin de 33 000 personnes mortes. Le compte est à 33 000, mais on pense qu'il pourrait y avoir jusqu'à le double. Exactement. De personnes disparues. En fait, c'est ça. Comme tu dis, au moins 35 000 personnes, c'est les comptant Turquie-Syrie, qui sont mortes. Puis, à ce qui paraît, il pourrait y avoir 70 000 personnes qui pourraient avoir perdu la ville et 193 000, presque 194 000 qui ont été blessés. Ça, c'est selon un rapport de l'association patronale turco-fed qui a été publié par les médias turcs. Fait que là, c'est vraiment genre, selon un rapport. Puis, les coûts du séisme pourraient s'élever à 84,1 milliards de dollars. 1 milliard de dollars, 84,1 milliards de dollars.
il y a encore 34 000 personnes qui travaillent encore à la recherche de survivants, même après genre une semaine. Ouais. Ouais. Mais puis le pire dans ça, c'est genre, c'est plutôt au niveau, peut-être en Angleterre, oui. Tremblement de terre, c'était plus l'effet que les gens sont morts plus à cause des bâtisses qui sont tombées, genre. Ouais, les effondrements. Ouais, qui sont effondrés. J'imagine qu'ici, en tremblement de terre, à moins que vraiment la terre s'arrache en deux, puis tout, il y a des gens qui ont beaucoup qui vont continuer à. Ben, ce qui est difficile, c'est que déjà, sur l'échelle, le 7.8, là, c'est immense, c'est vraiment catastrophe naturelle, ce truc. Mais en plus, c'est dans une zone où beaucoup de bâtiments sont construits avec des matériaux en briques, en terre. Si c'était au Canada, par exemple, la structure des maisons est souvent en bois. Ouais. C'est des structures plus flexibles et tout. Fait que s'il y a un tremblement de terre, il y a moins de risques que ça s'écroule juste. Ouais. Ça va plus balancer et tout. Mais là, tu imagines si, admettons, il y a un tremblement de terre, il n'y a pas de gros édifices, c'est genre des maisons et tout. Ouais. Les maisons tombent, et tombent, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait eu autant des morts ou c'est juste parce que c'est vraiment plus l'effet qu'il y a beaucoup de bâtiments quand même assez hauts qui sont tombés, puis là-dedans, il y avait beaucoup de personnes. C'est pas que les bâtiments étaient hauts, c'est que, il y a ça aussi, mais c'est plus la façon dont ces bâtiments sont construits. C'est les tours qu'on construit, par exemple, près du métro Longueuil, tu vois que la structure, comment dire? Ils utilisent des composites qui sont assez flexibles. Ouais. Tandis que si tu construis avec des briques en terre, la masse du bâtiment, si un pilier s'écroule, c'est très grave. Genre, tu perds tout le poids qui retombe. Ouais, c'est ça. À une secousse. C'est ça. C'est comment c'était bâti. Genre, ici, ils vont bâtir même des édifices quand même assez solides avec plusieurs points des supports, j'imagine. Il y a le support, mais c'est vraiment plus la résistance par rapport à une secousse. Ouais. Puis c'est ceux qui font très bien ça sur le Japon, évidemment. Là, oui. Les Japonais ils ont un édifice, et même ceux qui étaient très hauts, qui sont hauts, sont quand même faits pour résister au séisme. Mais tu sais qu'ils ont fait beaucoup d'arrestations par rapport aux personnes qui ont été les personnes qui ont bâti ces bâtiments. Le gouvernement turc a lancé genre vraiment des enquêtes et des arrestations au niveau de tous les entrepreneurs qui ont et des gens dans le domaine du bâtiment. Okay. Il y a des arrestations qui sont en ce moment parce que au niveau de la construction de ces bâtiments qui selon beaucoup c'est genre des bâtiments médiocres, c'est vraiment genre des constructions vraiment des mardes en fait. C'est ça qui c'est eux qui disent ça. Fait que c'est vraiment malheureux, mais surtout que genre en ce moment il fait froid dans cette partie de la Turquie en Syrie. Fait que là, c'est pas juste l'effet que les bâtiments se sont effondrés, même s'il y a des survivants, puis le temps qu'on arrive à eux, ils vont mourir de froid, genre. Ouais. Puis là, maintenant, il y a un problème des gens qui sont sans habitation, qui deviennent des sans-abri, puis ils n'ont pas où aller. Puis là, il y en a beaucoup qui sont dans les rues, puis ils meurent des fois, même s'ils ont été corrects, s'ils sont sauvés du tremblement de terre. Là, beaucoup de gens, ils vont mourir de froid, là. Ouais, et il y a quelques personnes qui faisaient des levées de fonds pour essayer d'envoyer de l'argent en Turquie, mais beaucoup d'associations dans cette partie du monde elles vont utiliser un code et elles vont pas accepter de transfert standard. Ça va prendre une clé pour envoyer de l'argent là-bas. Ça fait que ça ralentit le temps qu'on envoie l'argent là-bas déjà. Et ça cause des inquiétudes aussi. Oui, mais au niveau aussi, c'est parce qu'on parle beaucoup de la Turquie, mais c'est genre en Syrie aussi. En Syrie, oui. Et puis on dirait qu'on n'en parle pas, mais c'est parce qu'il y a des sanctions internationales au niveau de la Syrie depuis la guerre en Syrie et contre le gouvernement du président. Fait que c'est difficile pour l'aide de se rendre dans ces secteurs-là. Maintenant, les gouvernements de la Syrie ont déjà autorisé des nouveaux passages pour que l'aide se rende, même dans les secteurs rebelles, parce que c'est là que les rebelles sont.
Fait que le gouvernement de la Syrie a quand même ouvert ses passages à la communauté internationale pour qu'ils aillent aider les gens. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ils ont dit pour 3 mois que c'est moins ouvert. L'aide commence à peine à l'entrée en Syrie, genre, à peine. Fait que ça, c'est vraiment malheureux qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est quand même une très, très grande catastrophe naturelle, ça, c'est certain. Oui. Et en dernier sujet, on avait ce qui s'est passé avec la garderie à Laval. Oui, mais ça, c'est plus ici, du côté du Québec. J'ai laissé ça tantôt, les différentes nouvelles, puis là, j'ai laissé ça, puis là, ça faisait vraiment de la peine. C'était quoi, mais déjà mercredi passé, j'imagine, c'était une semaine. Ouais. Il y a un chauffeur d'autobus de la Société de transport à Laval qui a foncé sur une garderie où les enfants sont là, évidemment. Les parents laissent leurs enfants à la garderie, les enfants des passages. Puis le chauffeur d'autobus a foncé sur la garderie. Les motifs, on ne les connaît pas. Jusqu'à date, on ne connaît pas pourquoi il a fait ça. Et puis, à ce qui paraît, ben, l'autobus s'est enclassé dans la garderie, puis il y a eu deux enfants qui sont morts le matin même. Des enfants genre des 4 ans. Puis il y a eu 7 enfants qui étaient âgés de 4 à 5 ans qui ont été transportés à l'hôpital et un adulte aussi. Fait que 2 enfants sont décédés dans le même moment le matin. Un à l'hôpital, puis l'autre genre vraiment dans l'accident. Puis, mais on connaît l'identité du chauffeur, il s'appelle Pierre-Nys Saint-Amand, 51 ans. Puis il aurait juste volontairement foncé sur la garderie. Ça faisait 10 ans qu'il travaillait à la Société de transport de Laval. Quelqu'un de vraiment discret, pas d'histoire criminelle, rien. Puis à ce qui paraît, quand il a pris l'impact, mais les gens qui sont arrivés là, le chauffeur, il s'est juste complètement dévêti, il s'est enlevé ses vêtements, puis il voulait se battre avec un parent. Fait qu'il est sorti de l'autobus, il s'est enlevé les vêtements, il cherchait la chicane, puis il y a au moins 3 personnes qui l'ont pris, puis l'ont mis à terre, puis l'ont frappé pour l'arrêter. Il n'avait aucun lien avec la garderie. C'est vraiment genre rien, il n'y avait rien qui est relié à ça. On ne sait pas si c'est une histoire de santé mentale, s'il y avait quelque chose qui se passe dans sa tête. Il y a des psychologues qui sont en train de voir ça, mais genre, je connais pas les détails. La date, il a été déjà comparu il a déjà fait une comment tu dis ça? Une comparution. Ouais, une comparution par vidéoconférence. Puis là, même dans la vidéoconférence, il a même frappé le policier qui était avec. Il est accusé de meurtre au premier degré, voie de fait grave. Fait que là, certains qui finissent en prison, mais les motifs, on ne les connaît pas. Ouais. C'est tough, là. Ouais, il a craqué, juste. I don't know. Je sais pas, mais c'est juste que tu te réveilles puis tu t'amènes tes enfants à la garderie comme d'habitude, puis là tu reçois un appel pour te dire que quelqu'un a foncé dans la garderie. Puis là t'es en plein genre, tu désespères, là. Tu te dis que c'est mon enfant, puis là on te dit qu'il y a des enfants de mort, est-ce que tu sais comme. C'est ça l'affaire, là. Ils sont juste 4-5 ans, là. Ils ont toute leur vie devant, là. C'est pas genre. C'est fou quand même. C'est fou de voir quelqu'un qui a aucune histoire de criminalité, quelqu'un qui a été 10 ans en train de travailler, puis quelqu'un qui était vraiment discret, d'un jour au lendemain, juste de péter les câbles, puis genre de décider. Mais moi, aujourd'hui, j'ai foncé sur cette garderie pour aucune raison. Mais, en tout cas, on verra dans les prochains jours, là, mais je vais lire ça aussi. Tout ce que j'ai appris, moi, c'était qu'il avait foncé sur la garderie, là, vraiment. C'est une histoire contenue aussi au Québec, c'est vraiment un gros drame. On tient vraiment à donner tout notre support aux familles. Toute notre sympathie à la famille. Oui, aux familles touchées. Puis il y a beaucoup d'aide, hein. N'oubliez pas, il y a beaucoup d'aide ici que vous pourrez appeler. Il y a des lignes téléphoniques pour des gens qui se sentent mal. Puis vous pouvez aller contacter, je pense, le 811, le 811.
Fait qu'il y a beaucoup de l'aide, puis n'hésitez pas à parler avec eux, à parler avec quelqu'un qui vous aime, genre si vous avez si vous avez beaucoup de problèmes, puis tout, il faut vraiment aller chercher de l'aide, puis en parler, c'est ça. Ouais. Tellement on a juste 3 nouvelles, puis on se parle, puis là j'ai regardé moins mes notes, mais comme on a quand même beaucoup de nouvelles, fait que là, je regarde mes notes. Mais on voulait juste mettre en recap de l'année. Il y a beaucoup d'actualités, puis il y a d'autres actualités, mais on n'a pas le temps de parler, parce qu'il y a tellement. Puis on va revenir au format habituel des 3 sujets dans le prochain podcast. Puis on va voir des nouvelles, des nouveaux et des nouvelles invités, bien sûr. On va voir des filles aussi, là, pas juste des gars. Puis tous nos épisodes sont en ligne, sont déjà, jusqu'à l'épisode 20, sont tous en ligne. Nos épisodes avec Louis-Philippe Clérou, Ferdinand sont en ligne, allez voir ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est ici sur les plateformes audio. On n'est pas encore sur Apple Podcast. C'est quelque chose qu'on va voir. On va vérifier ça tout de suite. Là. Puis merci beaucoup d'avoir écouté. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Bye bye. Là j'ai ri là, parce que là on fait ça plus en... Ouais. Je ris pas parce que... Ouais, il y a quelqu'un qui va clipper ça dans 20 ans.